Heureuse de vous retrouver dans l'actualité environnementale de ce lundi 9 octobre. Voici les titres. Les Pays-Bas ont alloué un financement de 300 millions d'euros à la Côte d'Ivoire dans le but de renforcer ses capacités de lutte contre l'érosion. En France, une nouvelle unité de tri et de révalorisation des matelas a été mise en place pour réduire la pollution dans ce pays. Et puis le plus haut sommet d'Europe, le Mont Blanc, mesure désormais 4806 mètres, soit 2 mètres en moins par rapport à l'année 2021. Les raisons de cette baisse de hauteur à découvrir dans un instant. Alors que les pénuries d'eau potable et l'avancée de l'érosion côtière impactent négativement les activités de la population en Côte d'Ivoire, un financement de 300 millions d'euros des Pays-Bas permettra à ce pays de l'Afrique de l'Ouest de renforcer la résilience dans les zones touchées. Retrouvons Alessandra Adekombi dans ce commentaire. Le financement de 300 millions d'euros annoncé par les Pays-Bas sera décaissé par la société néerlandaise Invest International. Le mémorandum d'accord a été signé le 2 octobre 2023 entre le ministre ivoirien de l'économie et des finances Adama Coulibaly et la directrice des infrastructures publiques d'Invest International, Lara Müller. Il s'agit de l'accès à l'eau potable, de la lutte contre l'érosion côtière, du développement du secteur portuaire et de la santé. S'agissant de l'eau potable, une partie de l'importante enveloppe d'Amsterdam permettra d'accélérer plusieurs initiatives en cours dans le programme Eau pour tous lancé en 2020. Cette initiative, conformément au 6e objectif de développement durable ODD 6, vise la couverture universelle en eau potable en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. À ce jour, le pays d'Afrique de l'Ouest enregistre un taux d'accès de 70% en milieu rural et de 80% en zone urbaine, selon les chiffres officiels. La lutte contre l'érosion côtière, un autre projet structurant, inscrit dans le Programme national de développement PND 2021-2025 du pays d'Alassane Dramane Ouattara, sera intensifié grâce au financement des Pays-Bas. L'une des initiatives importantes de protection de l'espace côtier en cours en Côte d'Ivoire est le projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, Ouaka-Resib. Il s'agit du premier projet d'investissement du programme de gestion du littoral ouest africain Ouaka qui vise à contribuer au développement durable du littoral de 6 pays de la sous-région. Toujours en Côte d'Ivoire, l'initiative d'Abidjan, lancée depuis 2022, connaît aujourd'hui le soutien de pays africains. Le Royaume du Maroc fait partie des pays qui soutiennent fortement ce programme, évalué à 1,5 milliard de dollars. Son objectif est de créer les conditions de durabilité environnementale. Regardez. La déforestation a atteint une proportion très élevée en Côte d'Ivoire. L'Organisation des Nations Unies parle de 60% de terres dégradées, un chiffre qui évolue au fil du temps. Conscient des risques environnementaux que cela représente, le gouvernement ivoirien a lancé l'initiative d'Abidjan, un programme qui a pour objectif de créer les conditions d'une durabilité environnementale avec une agriculture plus mécanisée et moderne. Selon le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ce programme dont la vocation est de permettre au pays d'intégrer dans ses stratégies de développement les approches de gestion durable des sols et de restauration des écosystèmes forestiers dégradés, nécessitera pour sa mise en œuvre la mobilisation de 1,5 milliard de dollars au cours des 5 prochaines années. L'initiative d'Abidjan a reçu le soutien des pays tels que le Maroc. Le royaume chérifien s'est engagé à accompagner techniquement et financièrement ce programme et d'y apporter son expertise. Selon les autorités ivoiriennes, cette initiative s'articule autour de 4 composantes que sont la lutte contre la déforestation et l'engagement pour la restauration des forêts, l'amélioration de la productivité agricole, l'intégration des filières agricoles dans des chaînes de valeur mondiales plus durables et l'identification des chaînes de valeur du futur qui résisteront au changement climatique et qui seront respectueuses des sols. Face à la pollution qui s'intensifie dans le Grand Tripoli en Libye, un projet de gestion des déchets plastiques a été lancé dans les municipalités de Souk Al-Djama, Abou Salim et Centrale Tripoli. L'objectif est de renforcer les services de gestion des déchets dans le pays. Les travaux nécessiteront un investissement d'1 million de dollars. Alessandra
Décombi. Le Grand Tripoli poursuit son combat contre la pollution plastique. Les autorités de la région libyenne ont récemment lancé un projet de gestion des déchets plastiques dans les municipalités de Souk al-Djouma, Abou Salim et Centrale Tripoli. Le projet, qui se déploiera en 30 mois, est soutenu par le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS et le Programme des Nations Unies pour les établissements humains ONU Habitat. À Tripoli, la plus grande ville et capitale de la Libye, de nombreuses plages ont été fermées en juillet 2021 et un mois plus tard, plusieurs autres plages étendues sur une trentaine de kilomètres ont été interdites de baignade du fait de la pollution par les déchets, notamment plastique. La réduction de l'impact environnemental négatif par habitant dans les villes est un défi majeur et nécessite une attention particulière à la qualité de l'air et à la gestion des déchets municipaux. L'objectif est de renforcer les services de gestion des déchets à travers l'adoption des pratiques d'économie circulaire à l'instar du recyclage qui devrait réduire la pollution plastique. Outre la réduction de la pollution, la valorisation de ces déchets dans le Grand Tripoli permettra de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes dans le secteur du recyclage des déchets. Les travaux coûteront $1 million aux autorités régionales du Grand Tripoli. Le Kenya avance également dans la lutte contre la pollution plastique. Ainsi, James Murutu, un jeune entrepreneur kényan, s'est lancé dans la transformation des déchets plastiques en carburant, pouvant alimenter des voitures et toutes sortes de moteurs. Plus de précisions dans le commentaire qui suit. Faire le plein de votre voiture avec du carburant issu des déchets, au Kenya, cela pourrait être bientôt possible. L'entreprise ProGreen Innovation Limited utilise la pyrolyse, technique consistant à chauffer le plastique à des températures très élevées en l'absence de l'oxygène. Nettoyer puis charger dans le réacteur. À la sortie, il y a le processus de chauffage. Ce processus n'utilise pas d'électricité, mais notre propre carburant que nous appelons briquette. La briquette est composée de déchets de biomasse et d'une combinaison de charbon noir qui provient des déchets du réacteur. Il y a ensuite le processus de condensation suivi de l'étape d'évaporation. En fait, on vaporise dans le condensateur puis on recueille le carburant. Le carburant est produit grâce à la conversion en liquide par condensation des gaz obtenus lors du processus de pyrolyse. ProGreen Innovation Limited a la capacité de produire 1000 litres de carburant tous les 2 ou 3 jours. Nous produisons deux types de carburants alternatifs. Le premier étant l'essence. Elle est utilisée pour les machines de petite et moyenne taille. Nous avons donc des tronçonneuses, des pompes à eau, des tondeuses à gazon et n'importe quelle petite machine. Quant au carburant diesel de substitution, il est utilisé pour les moteurs diesel de grosse cylindrée, les générateurs, les véhicules également. Et c'est ce que j'utilise dans mon propre véhicule. Murutu utilise son carburant pour faire fonctionner le broyeur de plastique, les tronçonneuses et même sa propre voiture. Son entreprise ne vend pas encore de carburant sur le marché. Elle doit encore obtenir l'approbation du Bureau des normes du Kenya. Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, la production mondiale de déchets plastiques s'élève à 400 millions de tonnes par an. On estime que seulement 12% de ces déchets sont incinérés et 9% sont recyclés. Une nouvelle unité de tri et de valorisation des matelas a vu le jour en France. Inauguré par le groupe coopératif et le groupe Veolia, ce site révalorise les vieux matelas et utilise leurs composants pour fabriquer de nouveaux matelas et autres. Rafietou Mberikou nous en parle dans ce commentaire. Environ 5 millions de matelas usagés sont jetés chaque année en France. Auparavant enfouis, ces vieux matelas sont aujourd'hui révalorisés. Leurs composants servent à fabriquer de nouveaux matelas, des panneaux isolants ou des vêtements pour aires de jeu. Une nouvelle unité de tri et de valorisation des matelas vient d'entrer en service à la Mézières près de Rennes. Elle est inaugurée par le groupe coopératif, acteur depuis plus de 30 ans dans l'économie circulaire et sociale en Bretagne, en partenariat avec l'éco-organisme Éco-Maison et le groupe Veolia.
C'est un site de 7e du genre en France qui reçoit chaque jour des centaines de matelas usagés venus de toute la Bretagne. Depuis 2013, l'instauration d'une éco-participation sur les produits d'ameublement, les choses ont bien changé avec l'émergence d'une vraie filière qui recycle et valorise aujourd'hui 97 des composants d'un matelas usagé. Les 3% restants sont des matelas qui sont trop souillés ou alors des vieux matelas à l'ancienne en laine ou en crin de cheval, a souligné Ludovic Blot, directeur général des ressources T. De l'ordre de 150 000 par an, soit 2000 tonnes, et on compte monter en puissance pour atteindre les 300 000 matelas par an, a-t-il précisé. Fonctionnant comme une usine de fabrication, le site de la Mézière sert aussi de laboratoire pour les équipes. Dans un petit coin du vaste atelier, des coussins en fibre de polyester ont été produits à partir de vieux coussins. On va poursuivre la demande sur de la décoration textile comme les tapis ou les rideaux car nous sommes désormais dans une ère où rien ne se perd et tout se transforme, a déclaré Dominique Mignon, présidente d'Éco-Maison. La durée de vie d'un matelas est comprise entre 5 et 10 ans en moyenne, soit entre 1825 et 3650 nuits. Toujours en France, le pays fait bon élève dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. D'après le Centre interprofessionnel technique d'études sur la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 4,3% au premier semestre de cette année. Un pourcentage en nette augmentation par rapport aux années précédentes. Plus de précision avec Vivas Amana. 4,3%. C'est le taux de baisse des émissions de gaz à effet de serre enregistré en France au cours du premier semestre de cette année. Une bonne nouvelle pour la planète car cela contribue à réduire le réchauffement de la Terre. D'après le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique CITEPA, la tendance générale de la baisse des émissions se poursuit depuis 2018. Contrairement aux années passées où cette réduction des émissions de dioxyde de carbone s'élevait à 2,7%, le recul de cette année a presque doublé, de quoi réjouit le président français Emmanuel Macron qui avait déclaré à la fin du mois de septembre qu'il faut aller 2 fois plus vite dans la réduction des gaz à effet de serre. La dynamique de l'Hexagone est d'atteindre une baisse de 55% des émissions d'ici 2030 par rapport à 1990. Ce progrès dans la baisse des émissions de gaz à effet de serre en France est attribué d'abord à l'industrie avec 10% d'économie, ensuite à la production des énergies qui enregistre 17% de moins, et enfin au transport routier qui note une légère baisse de 1,5%. Paradoxalement aux autres secteurs, le transport aérien poursuit dans la pollution à grande échelle avec une hausse de 25% des émissions sur les vols intérieurs au premier semestre 2023 et un rebond de 34% sur les vols internationaux selon le CITEPA. Cette situation interpelle une fois encore les responsables des différents secteurs à agir convenablement pour limiter le réchauffement de la Terre. Comme la neige fond au soleil, le Mont Blanc a perdu 2 mètres de sa hauteur en 2 ans. Le plus haut sommet d'Europe mesure désormais 4806 mètres après la dernière mesure réalisée à la mi-septembre. Les géomètres auteurs de cette 17e mesure n'imputent pas cette baisse de hauteur au réchauffement climatique car les relevés depuis l'an 2000 n'ont cessé de montrer une variation de l'altitude du Mont Blanc. Vivas Amana. Le plus haut sommet de l'Europe a encore perdu de son altitude. D'après une ultime mesure réalisée à la mi-septembre par une équipe de géomètres experts, le Mont Blanc mesure désormais 4805,59 mètres, soit 2 mètres de moins qu'en 2021 lors de la précédente mesure. Cette dernière prise des dimensions du Mont Blanc, qui est la 17e du genre depuis l'an 2000, démontre une variation de l'altitude de 5 mètres, ce qui signifie que la position du sommet bouge. En effet, le toit de l'Europe est recouvert de 30 mètres de glace et 2 mètres d'épaisseur de neige fraîche au sommet, d'après Denis Borel, président de la Commission pour les mesures du Mont Blanc 2023. Pour ce faire, les géomètres sont réticents à imputer cette baisse d'altitude du sommet du Mont Blanc au changement climatique. Cette réticence est d'autant très étonnante puisque l'année 2023 en cours connaît des records de chaleur et pourrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée selon le service météorologique européen Copernicus. Jean Desgaret, président de la Chambre départementale des géomètres experts de Haute-Savoie, prévient que cette dernière mesure pourrait être utilisée pour des spéculations. D'après lui, des baisses de près de 2 mètres ont déjà été enregistrées entre 2001 et 2003 et 2,9 mètres entre 2017 et 2019 et le Mont Blanc pourrait très bien être beaucoup plus haut dans 2 ans. Denis Borel abonde dans le même sens en déclarant qu'à 4800 mètres,
il peut tomber 1,5 m de neige en une nuit. Les données ne sont peut-être pas encore suffisamment redondantes pour tirer des conclusions sur un éventuel réchauffement climatique à cette altitude. L'objectif de cette 17e mesure du Mont Blanc est de fournir une base de données techniques précises et fiables aux scientifiques qui pourront ensuite procéder à des analyses plus pertinentes et fondées. La température moyenne dans le monde depuis janvier est de 1,4 degrés Celsius plus chaude que la période pré-industrielle, a annoncé l'Observatoire Copernicus, bien que le seuil fixé soit de 1,5 degrés Celsius. Comme solution pour y remédier, le climatologue Robert Vautard insiste sur les outils à respecter relativement connus. Léonce Sago. L'Observatoire Copernicus a annoncé son bilan mensuel sur la température moyenne mondiale. Cette moyenne, qui est de 1,4 degrés Celsius, est littéralement plus élevée par rapport à l'ère pré-industrielle. Pourtant, le seuil fixé par l'accord de Paris 2015 pour limiter le réchauffement climatique est de 1,5 degrés Celsius, ce qui inquiète puisqu'il est presque atteint. Le directeur de recherche du CNRS et climatologue Robert Vautard a à cet effet précisé ce jeudi sur France Info qu'il s'agit de moyennes enregistrées jusqu'en septembre et qui ne comprennent pas les moyennes jusqu'à la fin de l'année. Il explique aussi qu'il n'est pas impossible que ces températures globales de l'année 2023 dépassent 1,5 degré Celsius, mais que ce n'était pas non plus incertain car l'accord de Paris se réfère à une évolution sur plusieurs décennies et que cela n'empêche pas que l'année 2023 soit en passe de devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée selon Copernicus. Pour le scientifique, une combinaison de facteurs est à la base de cette température, à savoir l'origine humaine et la montée en puissance d'El Niño. Cette fluctuation de température dans le Pacifique, particulièrement forte cette année. Le climatologue ne ferme donc pas la voie à tout optimisme, puisqu'il insiste que les outils pour lutter contre le dérèglement sont littéralement connus. D'après lui, le principe général est bien sûr de réduire au maximum et même complètement les émissions de gaz à effet de serre. Il rappelle que la décarbonation à l'échelle 2050 permettra de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius. La surpêche s'aggrave partout dans le monde et rend urgent le traité sur la haute mer selon Greenpeace. Les zones de pêche ont augmenté de 22,5% entre 2018 et 2022. L'ONG a lancé un appel aux pays à signer le traité afin de protéger les terres et les océans. Le point avec Rafitou Berekou. Le 13 septembre dernier, le bateau de Greenpeace, l'Arctic Sunrise, s'est marré en Californie pour une conférence au cours de laquelle l'ONG a révélé un état des lieux de la surpêche dans le monde entier. Dans un rapport de Greenpeace, il en ressort que la surpêche dans les eaux internationales s'est accrue ces 5 dernières années. Selon le rapport qui compile les données d'un organisme capable de suivre les mouvements des bateaux, les heures de pêche en haute mer ont augmenté de 8,5% entre 2018 et 2022. Cette intensification est particulièrement prononcée dans les zones écologiquement sensibles identifiées par l'ONU comme potentiels futurs sanctuaires marins. La surpêche est un énorme problème, a déclaré à l'AFP Chris Thorne, chargé des questions océaniques chez Greenpeace. L'ONG souligne aussi que les dégâts causés au grand large par la pêche à la palangre, qui utilise des lignes munies des milliers d'hameçons, ont appâté sur des dizaines de kilomètres de long. Cette méthode destructrice capture de nombreux requins par erreur et certains n'y survivent pas. En 2022, la COP15 sur la biodiversité a adopté un objectif: protéger 30% des terres et océans de la planète d'ici à 2030. Pour atteindre cet objectif, il n'y a pas de temps à perdre, a insisté Chris Thorne auprès de l'AFP. Les menaces qui pèsent sur les océans s'aggravent. Les gouvernements doivent agir maintenant. Dans son rapport, Greenpeace appelle un maximum de pays à signer le traité tenu lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Adopté en juin dernier, cet accord historique a pour but de mieux protéger l'ensemble des océans. Il est aussi prévu une mesure phare: la création des aires protégées en haute mer dans les zones situées au-delà de 370 km des côtes, pour entrer en vigueur avant la prochaine conférence de l'ONU.
sur les océans en 2025, le traité doit être signé puis ratifié par au moins 60 pays. Cela permettrait de réunir rapidement une conférence des parties habilitées à créer des sanctuaires marins. Les scientifiques et les ONG ont déjà identifié une dizaine de zones à protéger en haute mer. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Green TV International pour la suite de nos programmes. Excellente semaine à tous.